Bienvenue sur Fréquence Jeune Nation, l'émission qui porte la voix d'une jeunesse enracinée, lucide et prête à tout reconstruire. Ici, pas de compromission ni de soumission, la voix d'une jeunesse radicale. Lorsque le système tombera, nous serons là pour rebâtir sur les solides fondations de la nouvelle révolution nationale. Chaque semaine, des débats tranchants, des analyses sans filtre, des invités qui osent dire ce que d'autres taisent. Si vous en avez assez du mensonge, du renoncement, de la soumission, et que vous croyez à la force de la vérité, du courage et de l'identité, alors cette émission est la vôtre. Fréquence Jeune Nation, c'est plus qu'une radio, c'est un point de ralliement. Connectez-vous, montez le son et entrez dans la lutte. Amis nationalistes, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Fréquence Jeune Nation, l'émission des jeunes nationalistes. Je reçois aujourd'hui 4 jeunes militants. Alors tout d'abord, nous avons Bruce. Bonjour Bruce. Bonjour Hilda, bonjour à tous nos auditeurs. Nous avons ensuite notre ami Koba. Bonjour Koba. Bonjour Hilda, bonjour aux auditeurs. Nous accueillons ensuite Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Hilda et bonjour à tous les auditeurs et tous les autres participants. Et enfin, notre ami militant Karl. Bonjour Karl. Bonjour Hilda et bonjour à tous les auditeurs. Alors, nous allons parler aujourd'hui des derniers événements militants de la semaine passée auxquels nous avons tous participé. Nous allons ainsi évoquer les 3 grands événements que nous avons pu voir. D'abord, il y a eu le Forum pour la paix, ensuite la manifestation du CNFM et enfin l'hommage à Jeanne d'Arc. Alors, pour commencer, je vous propose de partir sur le premier événement qui a eu lieu, à savoir le Forum pour la paix. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait éventuellement faire un petit récapitulatif général du forum, nous présenter le thème qui était abordé, c'était le thème de la paix, et éventuellement nous donner un petit aperçu des délégations étrangères qui étaient présentes, puisque c'était effectivement un forum qui réunissait des délégations venues de toute l'Europe. Ce fut un événement très important. Donc oui, donc le forum se passe dans un contexte particulier. Le nom pour la paix n'est pas anodin. Il a pour but donc de contribuer entre différents mouvements français et européens à la sauvegarde de la paix sur le vieux continent, alors qu'en ce moment même, nos élites, nos pseudo-élites mondialistes et bellicistes veulent nous entraîner dans un 3e conflit mondial qui serait catastrophique, comme l'ont été les 2 précédents. Parmi les délégations étrangères, et ça c'est un point à relever, il y a notamment de la question russo-ukrainienne. Et on pourrait croire que donc tous les mouvements présents ont le même avis à peu près sur ce conflit, donc qui est l'avis traditionnel du nationalisme français, qui est de dire que les territoires russophones ont été persécutés par le pouvoir nationalitariste ukrainien, et que donc la Russie a donc mené à une opération de libération de ces peuples. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu des avis différents, notamment de nos camarades tchèques de nationalité qui étaient là, nos camarades belges, espagnols, italiens et russes étaient présents, donc ont pu débattre peut-être, enfin en tout cas ont pu exposer leurs différents points de vue. Et entre les deux, on va dire, il y avait les Roumains qui ont une forte hostilité de par leur histoire, que ce soit de la puissance russe ou de l'Ukraine, notamment avec les persécutions des minorités roumaines par les groupes radicaux ukrainiens. Donc je pense que ce fut donc un moment où différentes visions puissent se confronter, en tout cas s'exposer, et tout ça dans la seule et même volonté de vouloir éviter à notre peuple et à l'humanité tout entière d'ailleurs un conflit qui serait dévastateur. Ouais, je suis d'accord personnellement avec ce que vient de dire Jacques sur l'importance du conflit russo-ukrainien qui donne vraiment finalement son terme à ce forum de la paix, car faut vraiment prôner la fraternité entre les Européens, et c'est à travers des forums et des hommages
comme ceux-là auxquels on a assisté, qu'on peut justement incarner et matérialiser finalement cette fraternité européenne, véritablement. Oui, d'ailleurs, pour faire mention de ce forum pour la paix, les autres années, il y avait également des forums à Paris qui précédaient le deuxième dimanche de mai, qui est la fête officielle de Jeanne d'Arc. Et c'était des forums dits Forum pour l'Europe. Cette année, on a appelé ça Forum pour la paix, mais évidemment, c'est un forum européen, un forum de l'Europe, où on retrouve tous les nationalistes du vieux continent qui viennent exposer leur vision, expliquer ce que sont leurs mouvements, expliquer leurs actions, etc. Je pense que ce qui est intéressant, surtout pour nous, jeunes nationalistes, c'était la présence au forum de deux délégations de mouvements très amis et de mouvements jeunes, Jung Nationalisten, déjà pour les Allemands, et les jeunes de la phalange espagnole, ces deux mouvements de jeunes nationalistes avec qui je partage des liens assez profonds, notamment Jung Nationalisten, qui avait une grosse délégation. Oui, ils étaient au moins 5, même un peu plus. Non, ils étaient au minimum une dizaine. Une dizaine. Sachant que 2 camarades avaient eu des ennuis sur l'arrivée en arrivant sur le territoire français le vendredi soir. Donc c'était entre 10 et 15 à peu près. C'est quand même une grosse délégation, puisque c'était rare dans les années précédentes de voir des jeunes militants allemands, ou même des jeunes militants espagnols. Je ne crois jamais avoir rencontré jusque-là encore. Bon, j'ai une courte expérience militante, mais même sur les vidéos que j'ai pu voir, je n'avais jamais vu de jeunes militants de la phalange espagnole. Donc c'est assez intéressant, puisque ça montre vraiment le progrès de ces deux mouvements les dernières années. J'avais eu l'occasion et la chance de participer au mois de mai l'année dernière, en 2024, au forum, enfin non, c'était au congrès européen de Jung Nationalisten. J'avais vu une bonne organisation, très organisée, très radicale, avec quelques militants. Et je vois bien qu'en envoyant un autre forum entre 10 et 15 militants, on voit bien que c'est des têtes que je n'avais pas encore vues au forum l'année dernière. Donc il y avait une véritable progression de ce mouvement en Allemagne. D'ailleurs, ils avaient fait une grosse démonstration au début mai pour la fête du travail. Donc c'est vraiment, on voit vraiment, et c'est ce qu'on en reparlera un peu, je pense, pour le CNFM, mais une grosse progression dans la jeunesse du nationalisme et du militantisme nationaliste. Je vois bien que c'est des mouvements qui sont en pleine progression. Pareil pour la phalange espagnole. J'ai pu aller plusieurs fois en Espagne, notamment pour les fêtes du 20 novembre, et j'ai vu sur les 3 ans qui se sont succédés une grosse progression du nombre de jeunes militants nationalistes, notamment pour la phalange espagnole, de plus en plus de jeunes, et si bien qu'aujourd'hui on a une délégation de plusieurs militants qui sont venus à Paris. Donc c'est vraiment une grosse progression de mouvements très radicaux, à la fois qui sont très radicaux mais qui ne sont pas caricaturaux. Donc c'est très intéressant pour nous. Et d'ailleurs, le succès même du CNFM montre que même en France, il y a une grosse progression du militantisme nationaliste dans la jeunesse. Je pense que c'est ça qui est intéressant à soulever. Pour revenir sur ce que tu as dit, Bruce, je crois que pour la phalange, c'est une alliance en fait entre les différentes phalanges qu'il pouvait y avoir avant. Oui, il y a eu une union, notamment l'année dernière, ou je ne sais plus quand, entre les deux principales phalanges, il n'y en avait plus que 2, qui se sont unis. Et c'est un peu la même chose d'ailleurs qu'on voit en Allemagne, puisqu'il y avait une alliance entre 2 mouvements, qui étaient Die Recht et le NPD, et qui ont fait un nouveau mouvement qui s'appelle Die Heimat, avec maintenant sa branche jeune, qui est Jung Nationalisten, mais une alliance entre plusieurs groupes nationalistes, une coopération aussi, tout un réseautage qui justement a bénéficié à ces organisations. On voit bien que quand les organisations historiques qui étaient un peu en guéguerre, les 2 phalanges étaient un peu en guéguerre, se sont réconciliées pour s'unir, ça a vraiment profité dans leur militantisme. Pareil en Allemagne, où il y avait un peu une rivalité un peu malsaine entre le NPD historique et Die Recht, et quand ils se sont unis, on voit bien que ça a profité tout le monde. On voit bien que, en tout cas, la coopération ou l'union entre les mouvements nationalistes est essentielle. Donc c'est aussi ce qu'on espère en France. Donc aussi, c'est un forum pour la paix, mais aussi pour la paix entre les mouvements nationalistes en France et entre les nationalistes en France. Oui, ce qui m'a surpris, moi, c'est en fait le fait que ce qui illustre bien cette paix, c'est qu'il y avait différents mouvements qui n'ont pas les mêmes idées, par exemple, concernant le conflit russo-ukrainien, parce qu'on avait les Russes de Brotherhood of Academists, et en fait, on avait aussi, par exemple, la fondation Ongoranu, qui était un militant phalangiste qui, après 1945, a organisé des commandos contre les communistes dans les montagnes roumaines. Donc c'est un exemple en plus de militantisme. Et en fait, eux, ils ont plus une vision, ils n'ont pas une bonne vision de la Russie. Et pourtant, lors de ce forum, se sont retrouvés ces 2 mouvements. Oui, effectivement, on a eu vraiment une bonne atmosphère, et malgré des opinions divergentes sur la question russo-ukrainienne. Et c'est vrai que
à mon sens, le Forum pour la paix, il portait non seulement sur la paix en Europe, donc entre les différents pays européens, qui nous apparaît nécessaire. Et c'est vrai que moi, je trouve aussi que ce forum pouvait aussi aller dans le sens de la paix entre les structures nationales. J'ai pu faire une intervention, on m'avait invité à faire un discours. Et c'est vrai que j'ai accentué quand même sur ce point aussi, sur la paix entre les structures nationales. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que ce qui peut synthétiser l'idéal du Forum de la paix et des forums de l'Europe qui ont précédé, c'est vraiment le terme de synergie. C'est-à-dire vraiment l'idée de coopération entre les différents groupes militants. Par exemple, avec le cas de l'Allemagne, la coopération qui aboutit finalement à des fusions de groupes. Et par-delà les clivages, par-delà les opinions sur tel conflit étranger, c'est vraiment la coopération, les rencontres, la mutualisation finalement de nos idéaux au service du même combat nationaliste. Ce qui était d'ailleurs très visible également par les différentes organisations qui ont participé au forum ce matin, que ce soit le Parti de la France, le nouveau mouvement national catholique ou d'autres, où même la participation, on a pu voir encore des jeunes camarades d'autres groupes locaux nationalistes qui sont venus au moins assister à ce forum. Donc c'était assez intéressant aussi la convergence entre les différentes structures nationalistes qui quadrillent un peu le combat nationaliste face au mondialisme actuellement. Donc ça, c'était assez intéressant également à souligner, je pense. Oui, et c'était le cas non seulement pour la France, puisqu'on a eu des représentants de divers groupes, divers mouvements, mais c'était aussi le cas au niveau étranger, puisque les Espagnols, il y avait notamment Democracia Nacional et la Phalange, qui avaient tous les deux, donc deux mouvements espagnols qui avaient tous les deux des représentants qui se sont tous les deux exprimés. Donc c'est vrai qu'on voit que cette convergence des luttes au niveau national, elle est nécessaire en France, mais visiblement aussi en Espagne et certainement aussi dans les autres pays. Et je trouve toujours, alors je boucle un petit peu peut-être, mais revenir toujours à cette idée de nécessité d'un front nationaliste en France, et pour ça d'une convergence, d'une synergie, comme tu dis très bien Koba, des luttes entre les différents mouvements, même si on a peut-être parfois des désaccords, ou en tout cas peut-être des objectifs parfois un peu différents. Et je pense que c'était le maître mot de ce forum. Alors, j'aurais aussi voulu vous demander de quelle manière vous vous êtes investi au niveau de ce forum, puisque vous êtes tous militants, vous étiez tous présents, et alors de quelle manière vous avez pu participer à l'organisation et à la tenue de ce forum, à titre individuel? Alors, en amont du forum, ce qui est important, avant d'inviter des organisations étrangères et de leur demander des moyens importants pour se mobiliser pour un forum à l'étranger, etc., c'est d'entretenir des bons liens, des liens amicaux forts avec ces différents mouvements. Donc, c'est mon premier investissement, que ce soit avec Young Nationalisten ou les jeunes de la Phalange, notamment. J'avais pu participer à différents de leurs événements dans leurs pays respectifs, ou même entretenir des liens avec ces jeunes nouveaux camarades russes de Brotherhood of Academists, avec qui j'ai pu entretenir des liens. Donc, c'est un travail qui est fait en amont, qui demande de l'énergie, mais c'est aussi très enrichissant de partager, de connaître les points de vue et d'apprendre sur les formes de militantisme étranger qui finalement peuvent nous aider en France, puisque les progrès de ces organisations peuvent nous montrer des voies pour les progrès de nos organisations en France et de notre mouvement. Donc c'est ça qui était intéressant en amont, et le travail en amont. Et après, sur le forum même, personnellement, moi, c'était plutôt technique, que ce soit dans l'installation ou même gérer la buvette, tout simplement. J'avais pas un rôle si important que ça. Je gérais surtout la buvette et les ventes qui ont permis notamment de financer la salle, etc. Oui, mais c'est un rôle important, parce qu'on sous-estime ça, mais on a besoin aussi en fait de l'engagement des jeunes qui sont prêts à... Parce que c'est quand même fatigant, effectivement ça demande une énergie quand même d'organiser au niveau technique, de préparer la salle, et c'est une façon de s'investir aussi, et comme tu l'as dit, on peut s'investir de plein de façons, que ce soit en entretenant les liens, et ensuite le jour J, au niveau vraiment technique et pratico-pratique. Le militantisme, c'est vrai que ça nous demande en fait d'être un peu polyvalent, et puis chacun, je pense, peut trouver quelque chose à faire en fonction de ses compétences aussi.
Oui, parce que je pense que tu as tout à fait raison, Hilda. Il faut pas oublier, faut vraiment que les auditeurs sachent que, par exemple, dans le cas d'un forum, ce n'est pas seulement des conférences, des interventions, c'est toute une logistique derrière. Et moi, je suis content d'avoir aidé Bruce à servir des bons cafés aux Allemands. C'est vrai qu'ils n'ont pas été assez chauds sur la bière, ils ont plutôt été sur les expressos. Ouais. Oui, effectivement, oui. Oui, c'est vrai que tu vois, même moi qui ai été invitée à faire un discours, j'ai quand même passé le plus clair de mon temps dans la cuisine parce on avait besoin de préparer les encas, les choses comme ça. Et donc, même si moi j'ai pu faire un discours, j'ai quand même passé le plus clair de mon temps, effectivement, aussi un peu à la buvette et en arrière-salle. Mais c'est nécessaire et c'est, je trouve, un bel acte de militantisme aussi, hein, qui en vaut la peine. Oui. Et si les Allemands ils sont allés assez doucement sur la bière, ce qui est assez étonnant, notamment pour des Allemands et même pour les jeunes nationalistes de l'Union nationaliste, comme j'avais pu le constater à leur congrès européen où il y avait plus de bière, ils se sont rattrapés sur les sandwichs, parce que ça avait demandé quand même beaucoup de travail de mémoire, les sandwichs. C'était un gros boulot. Et oui, il y a toute une organisation derrière l'organisation d'un forum. Souvent, on peut être un peu idéaliste et croire que pourquoi on fait pas plus, pourquoi on fait pas mieux. Mais en fait, c'est quand même déjà ça, trouver une salle, louer, organiser tout ça, c'est quand même un gros travail en arrière-plan qui demande beaucoup d'énergie militante, d'où l'intérêt d'être nombreux dans le militantisme et pas de se contenter d'être un électron libre qui vient participer par-ci, par-là à une manifestation un peu en posant un peu à telle ou telle manifestation, mais de vraiment s'investir pour permettre la réussite de tous les événements. C'est la même chose dans tout ce qu'on fait. Il vaut mieux s'investir et pas simplement venir assister, être un simple participant. Il faut vraiment être actif et s'engager pour permettre à ces événements de se dérouler du mieux possible. Déjà du mieux possible et aussi de permettre éventuellement que ces événements puissent gagner aussi en importance, en possibilité, que la communication puisse s'améliorer aussi. Enfin, il y a plein de détails techniques qui doivent être toujours réglés par la suite. Et c'est vrai que le travail militant, il se fait sur le fond, mais aussi, je dirais, finalement sur la forme et sur des choses très concrètes et très pratiques. Et c'est intéressant, je trouve, parce que nous tous, on s'investit justement sur les deux plans, que ce soit sur le fond, quand on a des relations avec des mouvements étrangers, quand on prépare un discours, et ensuite dans le côté très pratique, à la buvette, à louer la salle, à installer les chaises, enfin des choses très concrètes. Donc, moi, je voulais revenir sur ça, effectivement. Moi, j'ai une question à poser à Bruce. Est-ce que justement, en parlant à ces étrangers, à ces mouvements étrangers, est-ce que tu as vu des différences de militantisme entre eux et par exemple nous en France? Alors oui, notamment pour les jeunes phalangistes, puisque c'est un vieux mouvement c'est le seul mouvement finalement d'avant-guerre qui a 1930, conservé je crois. sous sa forme actuelle son nom, Phalange espagnole de la RONS, alors que la plupart des mouvements ont été interdits après-guerre en Allemagne, en Italie, pour pas rentrer dans les détails spécifiques, ou en France même avec le francisme ou autre. Donc c'est le mouvement qui a gardé son nom. Il lui était souvent reproché en Espagne dans les dernières années d'être un peu rétrograde, d'être un peu nostalgique, alors que c'est profondément un mouvement révolutionnaire. Et on disait que ce mouvement n'avait pas d'avenir finalement, alors qu'aujourd'hui on le voit bien, ils ont encore une manifestation prévue dans moins d'une semaine pour la remigration. Je pense que ça sera une manifestation importante. En France, hélas, on a du mal, à part peut-être pour quelques événements rares comme le CNFM ou autre, à vraiment avoir des véritables manifestations nationalistes. En Espagne, ils reprennent le cours des manifestations. Ils ont des manifestations organisées régulièrement. Ils en avaient une déjà il y a quelques semaines, quelques mois pour la remigration. Ils en refont une dans une semaine ou quelques à Madrid. Donc on voit bien que la critique de la nostalgie n'est pas fondée. Souvent, c'est ce qu'on peut faire un peu en France aux nationalistes. Il faut aller vers des nouvelles formes de militantisme. On nous dit qu'il faut aller vers peut-être un combat plus identitaire et laisser le combat nationaliste. Ou d'autres, on nous dit qu'il faut aller vers le métapolitique, etc. Parce que le politique, c'est trop compliqué actuellement. Je pense que dans les mois et les années qui vont revenir, et même le succès de la marche du CNFM le montre, le militantisme nationaliste a un avenir. Et donc, il ne faut pas lâcher les positions. Au contraire, il faut tenir les positions. La Phalange avait tenu les positions et aujourd'hui, ça marche. Ils ont de plus en plus de jeunes. Il faut tenir les positions. C'est pareil en Allemagne. On pourrait reprocher à Jung Nationalisten d'avoir un style assez hitlérien, de subir la répression du système. Alors, ils subissent une répression terrible, notamment en Allemagne. C'est beaucoup plus impressionnant que nous. Je me rappelle, à leur congrès européen, on avait été espionné par un élévateur. Il y avait un antifasciste qui était notamment des dizaines de quarts de flics à côté, donc on ne pouvait rien faire. Il avait pris un élévateur, il nous filmait avec un gros objectif photo.
à l'intérieur des lieux. Il y avait aussi des drones ou autres, donc une grosse répression, des contrôles d'identité systématiques. Donc une répression qui était assez inhabituelle par rapport à la France, mais c'est une organisation qui tient, qui progresse, qui peut faire du militantisme dans la rue, qui peut participer à des élections, qui participe à un tas d'activités culturelles, on pourrait dire un peu autres que politiques, et qui sur des bases très radicales, et pour autant non caricaturales, parce que le nationalisme allemand, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été pendant un certain temps assez caricatural, notamment dans l'esthétique, avec sans que ça soit forcément une critique sur les tatouages en eux-mêmes, mais avec une esthétique un peu Gang. voilà, un peu gang, un peu dérangeante, alors que c'est une organisation aujourd'hui qui est très propre. Donc on peut à la fois avoir quelque chose de très propre, de non caricatural, et à la fois de très très radical, puisque c'est une organisation très radicale. Donc je pense que ça peut nous montrer des voies. On peut à la fois être très radical, être attaché à une certaine tradition nationaliste pour la Phalange, être tourné complètement vers l'avenir et réussir à faire quelque chose. Et je pense qu'en France, même si aujourd'hui il n'y a pas forcément de telles choses qui émergent, je pense que ça peut émerger une telle organisation avec très radicale, à la fois fidèle à sa tradition et à son passé, et à la fois complètement tournée vers l'avenir avec une communication très moderne ou autre. Je pense que c'est ça qui peut être intéressant. Et oui, moi je voulais faire aussi une petite parenthèse sur les mouvements féminins en tant que cariatide, mais c'est vrai que même si on n'a pas eu, on a eu quelques représentantes féminines dans les mouvements étrangers, notamment notre amie Gloria pour Forza Nuova en Italie, mais j'ai pu discuter aussi avec des militants phalangistes. Alors malheureusement, aucune militante n'avait pu faire le déplacement, mais ils m'expliquaient qu'effectivement, ils avaient aussi de plus en plus de militantes, notamment une jeune militante avec qui j'avais fait un entretien récemment. Et je sais que c'était le cas aussi en Serbie, même si on n'a pas eu de représentants serbes, le déplacement n'a pas été possible non plus pour eux. Mais effectivement, ils me disaient justement qu'ils pensaient même à créer une sorte de structure du même type que les cariatides en Serbie, parce qu'ils ont une recrudescence d'adhésion de militantes, notamment chez les jeunes. Et je pense que en fait, le mouvement, il est général, il n'est pas que chez les femmes. Mais à partir du moment où on a des plus de militantes femmes, je pense que ça signifie aussi qu'il y a plus de jeunes militants tout court et qu'il y a une belle recrudescence un petit peu partout dans les pays européens. Oui, la présence de femmes dans les mouvements est importante puisqu'elle permet d'éviter, je pense aussi, certaines dérives et de recadrer un peu les militants qui doivent bien se tenir, être carrés, etc. Et il y a notamment quelques femmes aussi à Young Nationalisten. Je ne sais pas si ça explique le phénomène, mais je sais qu'ils ont de plus en plus de femmes, même si c'est un mouvement assez masculin encore dans l'ensemble et très viril en tout cas dans sa forme de militantisme. Oui, tu as tout à fait raison, Bruce. Moi, je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre la parité homme-femme et le taux de civilité dans un groupe. Oui. Certes. Voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres commentaires sur le forum, mais sinon, je pense qu'on en a un petit peu fait le tour, qu'on peut passer éventuellement à la manifestation du C9M, sauf si quelqu'un veut intervenir encore. Alors, pour juste préciser, oui, ne promeut pas non plus la parité féministe. Je plaisante, mais oui, il était important de voir les différents points de vue sur tel ou tel conflit, et puis aussi, c'est ce que concrétiser en fait ce que disait Yvan lors de la fondation de l'Alliance Forteresse Europe. Il faut discuter entre nationalistes afin que plus jamais des guerres fratricides arrivent et saignent notre continent. Et je pense que ce genre de forum, ainsi que l'événement qu'est le comité du 9 mai, font partie de ce genre de moyens pour nouer des liens et pour les renforcer. Voilà. Oui, c'est sûr. Et effectivement, alors je voulais vous demander s'il y en a un qui voudrait bien faire un petit rappel un petit historique de d'où vient le C9M, parce que je pense que certains auditeurs le savent très bien, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, et ça peut être intéressant de venir expliquer d'où vient cette manifestation. Alors, le C9M, il faut bien insister que c'est un hommage en l'honneur de Sébastien Desieux, qui était un jeune militant de l'œuvre française, donc qui est décédé le 7 mai 1994 dans une manifestation contre l'impérialisme américain. En fait, il y avait une répression de cette manifestation organisée par Patrick Gobert, qui était un militant RPR et un ministre à cette époque chargé de l'antiracisme. Donc son vrai nom, c'est Goldenberg.
Et donc, en fait, il avait interdit cette manifestation. Il y a eu un attroupement de policiers autour des jeunes nationalistes. Certains ont dû fuir dans certains quartiers pour échapper à la police, dont Sébastien Desieux. Arrivé rue des Chartreux, il a gravi les étages d'un bâtiment et il est mort dans des conditions mystérieuses. Donc, est-ce que c'est la police qui l'a jeté du bâtiment ou est-ce que c'est lui qui est tombé? On ne sait pas vraiment. Et donc, c'est une manifestation, enfin un hommage, qui a lieu tous les 10 mai de chaque année. Donc, ça regroupe un peu tous les nationalistes révolutionnaires d'Europe pour commémorer son décès et pour rendre hommage aussi à tous nos camarades qui peuvent être en prison ou qui sont décédés, qui ont été assassinés. Voilà. Pour rebondir ce que tu viens de dire, Karl, pour revenir peut-être sur les détails, notamment sur la manifestation auquel avait participé Sébastien Desieux, et je pense que ça fait écho à tout notre combat anti-impérialiste actuel. C'était une manifestation qui avait pour but de lutter contre les festivités du 6 juin 1944 finalement, l'anniversaire du débarquement en Normandie. Donc ça avait pour but de dénoncer l'asservissement, la vassalisation progressive de la France à l'Europe, aux États-Unis, pardon, dans un contexte où l'impérialisme américain s'affirmait de plus en plus et marquait sa présence territoriale jusque dans le soft power, jusque dans la culture. Par exemple, le 12 avril 1992, il y avait eu l'ouverture du premier Euro Disneyland en France, à Marne-la-Vallée-Chessy. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que cette manifestation, à l'initiative du groupe Union Défense et des jeunesses nationalistes révolutionnaires, avait justement réuni place d'Enfer Rochereau dans le 14e arrondissement pour lutter contre l'impérialisme américain et ses 50 ans d'occupation américaine. Oui, j'apporte une petite précision. C'était aussi dans le cadre, si je ne me trompe pas, hein, des bombardements de la Serbie par l'OTAN. Oui. De la Serbie par l'OTAN, oui. Tout à fait. Donc il y avait cette double dimension à la fois un peu des 50 ans de la présence américaine sur le vieux continent, de cet envahisseur yankee culturellement, moralement et même politiquement avec tous ces codes sur le continent et même sa présence militaire avec ses bombardements sur ce vieux pays européen qu'est la Serbie, ce vieux pays chrétien qui, même s'il n'est pas membre de l'Union européenne, fait profondément partie du monde européen. Et donc, pendant ces bombardements-là et les 50 ans, il y avait justement la corrélation entre deux événements. Ça veut dire 50 ans après, nous sommes encore asservis à ce monde, à la dimension profondément mercantile, marchande, à cet envahisseur yankee. Et donc, pour dénoncer ces bombardements et les 50 ans de la défaite aussi des puissances nationalistes, il y avait eu cette manifestation organisée qui a subi une forte répression et qui a vu en effet, à cause de cette forte répression, peu importe les circonstances exactes, un jeune militant nationaliste pourchassé par la police, tombé d'un toit et décédé de manière assez tragique d'ailleurs. Oui, c'est ça effectivement. Pour l'historique un peu du CNFM, est-ce que vous pourriez éventuellement revenir un petit peu, je souhaiterais qu'on revienne un petit peu sur alors le nombre de personnes, moi je saurais absolument pas dire combien on était, je sais pas si l'un de vous a une idée, et au niveau de l'organisation cette année. Selon les organisateurs, nous étions 2000. Oui, 2000 et selon la préfecture, 1600 à peu près. Donc on va dire entre les deux, 1800. Je rajoute d'ailleurs pour le CNFM qu'il y a un très beau témoignage de Hervé Van Latem sur la manifestation où Sébastien Desieux malheureusement sera blessé et décédera 2 jours plus tard, puisque c'était le 7 mai 1994 qu'il a fait sa chute et 2 jours plus tard qu'il en est décédé. Donc disponible sur Jeune Nation sur l'article qui parle justement de Sébastien Desieux. Et je voulais juste rajouter que il y avait des États-Unis l'année dernière et à cette édition du CNFM. Du Patriot Front. Eux-mêmes. Oui, voilà, c'est ça, de Patriot Front de Thomas Rousseau. Sur la manifestation, l'organisation était impeccable. On a, malgré le fait qu'il y avait beaucoup plus de provocateurs que l'année dernière. J'ai cru d'ailleurs que la poétesse de l'année dernière n'était pas là, mais je crois qu'on la voit dans une vidéo, celle qui nous avait insulté racialement en plus. Et
Il y a même eu une attaque avec des mortiers, hein, donc quelque chose qui est assez violent quand même, quand on y pense, avec un bébé qui a failli prendre un éclat de mortier, si j'ai bien compris. Oui, exactement, un et père de toujours- famille avec son enfant. Voilà, mais ils ont droit parce que c'est la démocratie. Et ils ponctueraient en connards, puisque nous avons reçu si moultes insultes, avec un langage fort, soutenu, n'est-ce pas? Et donc, malgré cela, on n'a pas fait tellement attention et on a montré notre puissance et notre honneur face à ces espèces de dégénérés vulgaires et qui ne vivent que par la haine envers nous. Donc, l'organisation était impeccable. Les symboles utilisés comme les runes de vie et de mort au début du défilé, de la marche, du défilé, du cortège, voilà, était très très bien. Les tambours, ont fait réagir, hein, ce que j'ai vu. Et vraiment, oui, donc l'organisation est vraiment très très bien faite. Donc, honnêtement, bravo aux organisateurs et merci pour cette organisation assez impeccable. Voilà. Sur les symboles, il est possible que les Antifa, parce que là, dans leur presse, ils parlent beaucoup des tambours, des runes, il est possible qu'ils utilisent ces symboles pour interdire les années prochaines cet événement. Parce que c'est vrai, t'as raison, Karl, parce qu'il y a vraiment une polémique en ce moment, notamment à Mediapart, dans Le Monde et dans Libération, dans la volonté de vraiment montrer des références explicites ou implicites au Troisième Reich à travers les références aux runes ou aux tambours de la jeunesse hitlérienne. Et c'est vrai que dans un futur proche, il n'est pas exclu que la préfecture de Paris interdise la manifestation pour des motifs futiles à travers des contorsions juridiques. Là, je pense que c'est peut-être Bruce qui pourra peut-être plus nous expliciter cela, par exemple, au niveau de troubles à l'ordre public immatériel, par exemple, à travers des incitations à la haine, à travers l'expression d'un certain suprémacisme. La préfecture de Paris peut très bien faire interdire le C9M. Qu'en penses-tu, Bruce? Alors, ils peuvent très bien le faire interdire, mais j'irai plus loin, ils l'ont fait interdire les différentes années. Cette année, il y avait également une interdiction par la préfecture de Paris, le préfet Laurent Nunez, si je ne me trompe pas, toujours lui, Oui. Qui d'ailleurs, d'une certaine manière, a dû se venger en essayant justement, avec deux jeunes Allemands qui étaient arrivés en France, en essayant de un peu les envoyer en centre de rétention administrative parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être là. Bref, toute une histoire un peu dont on pourra peut-être revenir une autre fois, donc qui justement a interdit la manifestation du C9M, et qui pourtant, après l'appel de cette décision devant les tribunaux administratifs, s'est fait casser sa décision, ce qui fait que le C9M a pu avoir lieu, alors qu'il avait été interdit par préfecture de police. Il a pu avoir lieu parce que les tribunaux ont autorisé la manifestation, comme c'était déjà le cas l'année dernière. Et oui, souvent, dans ce genre d'interdiction, ils font référence à un ordre public immatériel, puisque l'ordre public, s'il est traditionnellement conçu d'un point de vue matériel, c'est-à-dire la sécurité, la salubrité et d'autres notions tout à fait matérielles qui s'analysent d'un point de vue matériel, il est évident que pour interdire une manifestation comme le C9M, où quand la manifestation est terminée, il n'y a même pas un mégot de cigarette par terre, on ne peut pas faire référence évidemment à l'ordre public matériel, d'où la référence à un ordre public qui deviendrait immatériel, c'est-à-dire un ordre public qui serait garant de certaines valeurs universelles de la conscience collective de l'humanité. Et donc, il y a cette référence, en effet, dans l'ordre public immatériel, à une incitation à la haine, et toute référence au Troisième Reich serait vue comme cela, comme une incitation à la haine qui justifierait l'interdiction d'une manifestation. D'où notamment la référence à ces fameux tambours, qui en réalité sont les tambours du Lance-Quenet, qui certes ont une forte ressemblance avec les tambours de la Hitlerjugend, mais qui sont les tambours des Lance-Quenet historiques. D'ailleurs, je note que nos jeunes camarades allemands de Jung Nationalisten utilisent régulièrement dans leurs manifestations ces tambours, alors même qu'en Allemagne, toute référence à des signes du Troisième Reich sont complètement interdits, notamment toute forme de rune, ce qui fait qu'également pour la croix celtique, qui pourtant est postérieure à 1945 dans son utilisation politique, est complètement interdite en Allemagne. On ne verra jamais sur des photos d'un groupe nationaliste allemand de croix celtique parce que c'est interdit, et pourtant on note bien que ces tambours, ils les utilisent dans la manifestation, preuve en est que c'est beaucoup plus ancien, notamment la référence aux tambours des Lance-Quenet, qui ont inspiré tout le monde, tout l'univers aussi des vendeurs Vogel, des oiseaux migrateurs en Allemagne, et qui justement ont été repris postérieurement et qui sont repris encore aujourd'hui par les mouvements nationalistes, les mouvements, j'ai envie de dire, un peu conservateurs révolutionnaires, si on voulait reprendre la référence un peu à cette période de la révolution conservatrice en Allemagne. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire.
aussi pour revenir un peu sur le nombre, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est un peu d'accord, finalement, ça tourne autour de 2000 participants. C'est assez facile puisque la manifestation, pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'auraient pas vu, se tient par rang de 4. Donc, il suffit de compter le nombre de rangs et de multiplier par 4. C'est une opération assez simple pour savoir combien de participants. Personne ne peut mentir, ni nous, ni eux. À l'inverse des manifestations, par exemple, qui avaient eu lieu en soutien à Marine Le Pen, où Jordan Bardella avait pu annoncer des dizaines de milliers de participants, si je ne me trompe pas, alors qu'il y avait évidemment sur la place Vauban quelques milliers de participants. Ouais, Bref, c'est une manifestation où on ne peut pas mentir, où on ne triche pas. C'est la particularité de cette manifestation. Quand on pense... Et pour revenir un peu sur les lance-quenets, il faut savoir qu'en 1994, les militants se sont fait encercler par la police. Et avant de se faire embarquer, ils ont chanté en fait le chant des lance-quenets. Donc c'est pour ça que à la fin, rue Chartreux, c'est pour ça que nous chantons pour rendre hommage à Sébastien le chant des lance-quenets, dont les tambours aussi. Ce monde vétuste et sans joie, faille là, coulera demain devant notre foi, faille là. Et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours des lance-quenets. Et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours des lance-quenets. Que nous font insultes et prisons, faille là là. Un jour viendra où les traîtres paieront, faille là là. Qu'ils freinent donc s'ils l'osent notre ascension grandiose, que rythme les hauts tambours des lance-quenets. Qu'ils freinent donc s'ils l'osent notre ascension grandiose, que rythme les hauts tambours des lance-quenets. Nous luttons pour notre idéal, faille là là. Pour un ordre nouveau et impérial, faille là là. Et à notre heure dernière, nous quitterons la terre au rythme des hauts tambours des lance-quenets. Et à notre heure dernière, nous quitterons la terre au rythme des hauts tambours des lance-quenets. Justement, la question d'esthétique, la fameuse question d'esthética, chère à Pierre-Antoine Cousteau, c'est vraiment important dans notre combat, car je pense que si on devait définir par 3 mots-clés cet hommage dynamique, c'est à la fois l'esthétique, la tenue et la discipline. C'est vraiment ces 3 mots-clés en fait font que le CNFM, la marche du CNFM, synthétise et condense en fait notre vision du monde en fait. C'est vraiment une jeunesse saine, porteuse de valeurs, marchant par ligne de 4, qui crie les slogans Europe, jeunesse, révolution. Des slogans simples, faciles à comprendre, qui véhiculent notre vision du monde aux riverains et à la terre entière, quand on sait la surexposition médiatique dont le CNFM fait le fruit depuis 2 ans. Oui, c'est vrai, et c'est intéressant que tu soulignes que cette esthétique est très importante. Et pour revenir un peu sur le plan juridique, le fait que aujourd'hui les juges font référence ou en fait ont carrément inventé au niveau jurisprudentiel cette notion d'ordre public immatériel qui traditionnellement n'existe pas en droit, et même s'ils se sont appuyés sur des arrêts un peu antérieurs, mais peu importe, montre quand même que, et ça avait été aussi la question de savoir est-ce que par exemple la croix celtique porte atteinte à l'ordre public immatériel parce qu'elle serait contraire aux valeurs de la République. En fait, j'aurais presque envie de dire que s'ils étaient cohérents sur leur raisonnement, j'espère qu'ils concluraient que oui, puisque étant donné que nous sommes révolutionnaires, on est contre les valeurs de la République. Donc j'aurais tendance à dire qu'ils devraient en fait interdire la croix celtique, si on suit leur raisonnement juridique. Mais ça soulève aussi l'importance du combat au niveau juridique. Que ce soit dans les prétoires, mais il faudrait aussi pouvoir le mener au niveau parlementaire. Malheureusement, c'est très compliqué. Et de toute façon, on est anti-parlementaire. Mais depuis plusieurs années, le droit fait vraiment l'objet que ce soit au niveau de la jurisprudence ou de la législation, d'un véritable chaos, en fait, d'une incohérence et de création au bon vouloir des juges. Et je trouvais intéressant de noter que le combat juridique doit aussi être mené et que c'est un combat que nous menons aussi en parallèle de tous les combats qu'on peut mener, que ce soit dans la rue, que ce soit le combat culturel ou le combat juridique.
Il faut aussi noter l'hypocrisie aussi de l'évolution du droit, notamment dans tout ce qui est interdiction de manifestation, etc. Puisque l'ordre public immatériel, en fait, n'a pas une origine tout à fait militante. C'est une affaire assez saugrenue d'histoire de lancer de nains. Pour interdire un lancer de nains qui avait lieu dans une sorte de boîte de nuit, je crois, dans le sud de la France, à Morsang-sur-Orge, la fameuse affaire Morsang-sur-Orge, les juges, enfin le maire avait eu recours à cette notion d'atteinte à l'humanité, d'atteinte à la dignité humaine, exactement, pour interdire cela. Et c'est à partir de cette notion-là d'atteinte à la dignité humaine qui justifie une interdiction que s'est développé tout un ordre public immatériel. Donc ça a surtout suivi avec les affaires Dieudonné, dans lesquelles on a peu, hélas, entendu une trop large partie de l'extrême droite, avec l'interdiction des spectacles de Dieudonné dans les années 2014 notamment, en ayant recours à cette notion d'ordre public immatériel un peu, ou d'atteinte à la dignité humaine. Donc c'est dans ce contexte-là que s'est développée cette notion. Et de même, pour interdire la manifestation, j'avais lu l'arrêté d'interdiction du préfet cette année. Le préfet avait eu recours au fait que on se voilait, on avait le visage caché l'année dernière dans la manifestation, ce qui faisait que c'est une infraction pénale, et que donc, comme c'est une infraction pénale, c'était un trouble à l'ordre public. Or, encore une fois, on sait bien d'où vient cette interdiction. Déjà, on pourrait en rire, puisqu'ils nous ont obligés à porter des masques pendant un certain nombre d'années, et finalement à nous cacher le visage dans l'espace public. Mais donc, cette interdiction, à la base, elle est faite soi-disant pour lutter notamment lutter un peu contre l'islamisme et tout ça. Or, on sait bien que toutes les femmes voilées, toutes les femmes qui dissimulent leur visage pour des raisons d'extrémisme religieux dans l'espace public ne sont jamais condamnées pour ces motifs-là, et que les seuls qui sont véritablement condamnés pour le fait de se dissimuler le visage dans l'espace public, ce sont les militants nationalistes. Voilà pourquoi il faut un peu toujours replacer le combat et montrer aussi que les atteintes à la liberté d'expression qui peuvent être justifiées sous X ou Y raison sont toujours nocifs aux nationalistes, puisqu'on avait certains camarades ou connaissances identitaires qui pouvaient applaudir cette loi sous prétexte que des bonnes femmes ne pourraient plus porter de sacs poubelles dans la rue. Or, c'est faux, elles le peuvent toujours, et les militants nationalistes sont pour le coup persécutés sur le fondement de ces lois. Donc voilà, toujours faire attention au système, de ne pas applaudir quand il prétend s'armer, même pareil pour les caméras de vidéosurveillance, de ne pas applaudir à ce genre de dérives qui finalement finiront toujours à se retourner contre les militants révolutionnaires que nous sommes et que nous devons être. Et oui, et moi je voulais aussi noter que ne disposerait pas de suffisamment de forces de l'ordre pour encadrer les manifestations, les hommages, etc. qui peuvent avoir lieu. Et en fait, effectivement, c'est à l'État normalement de sécuriser les manifestations, et c'est que dans le cas où il n'a pas cette possibilité, où effectivement les forces de l'ordre sont trop occupées parce qu'il y a 15 manifestations à Paris ce jour-là, qu'ils peuvent se permettre de prendre un arrêté d'interdiction avec d'autres critères, évidemment, d'autres risques, un risque d'atteinte à l'ordre public. À la base, c'était matériel, maintenant immatériel. Mais très souvent, ils prétendent qu'il n'y a pas assez de force de l'ordre. Et en fait, dans les faits, concrètement, ça nous est déjà arrivé d'arriver à 10 dans un cimetière bouclé par les forces de l'ordre qui avait été interdit parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Sachant que personne ne venait attaquer. Donc des choses assez lunaires, des arguments tout à fait fallacieux, puisque quand on a les moyens de faire venir 10 camions de policiers, dans les faits, c'est que ça prouve tout simplement que les forces de l'ordre étaient suffisantes pour encadrer l'événement. Quand ils disent qu'il n'y a pas assez de forces de l'ordre, ils mettent en avant en effet l'état d'urgence sécuritaire lié au plan Vigipirate et au terrorisme pour justifier justement qu'ils n'ont pas assez de forces de l'ordre pour encadrer la manifestation et que donc cette manifestation ne doit pas être autorisée. Encore une fois, on voit bien que la dimension pseudo-sécuritaire qu'utilise ce régime pour interdire nos manifestations. Est-ce que quelqu'un pourrait revenir sur le tweet de Jean-Philippe Tanguy, sachant que le NFJ était présent dans l'organisation du CNFM en 1994? Alors, j'aimerais bien revenir sur ce petit élément, ce point de détail, n'est-ce pas? Oui, de Jean-Philippe Tanguy qui crache, enfin sur ce coup-là en tout cas, qui crache sur des militants en les jugeant dangereux parce qu'ils marchent dans la rue. Rendez-vous compte, c'est le retour aux heures les plus les plus sombres de notre histoire. Donc nous avons là vraiment la manifestation de la politique de Marine Le Pen qui consistait à mettre en avant des gens non pas par leur qualité, mais pour leur capacité à apparaître respectable pour ce régime pourri.
Jean-Philippe Tanguy vient nous faire sa leçon en expliquant qu'il faudra dissoudre nos corpuscules. On ne voit pas pourquoi d'ailleurs, parce que les militants RN, par exemple, ne sont jamais agressés par le GUD ou par d'autres groupes. Les élections législatives anticipées, c'est par des antifas qu'un candidat RN a failli mourir. Donc, et un autre candidat RN a été invectivé. Enfin, il y a tant et tant d'exemples. Donc on voit bien là la lumière qui effraie la vermine. Donc voilà, Jean-Philippe Tanguy, enfin la vermine, le guignol en tout cas, mais qui n'en est pas à son coup d'essai. Il faut quand même rappeler qu'il avait attaqué Bruno Retailleau, non pas sur des points tout à fait valables, comme le fait de dénoncer le fait qu'il n'y ait toujours pas eu de plan d'expulsion massive, mais sur le fait que Bruno Retailleau serait contre les homosexuels, contre les femmes, enfin tout ce que vous voulez, donc un méchant conservateur. Donc avec Jean-Philippe Tanguy, le RN repasse de Rassemblement National à Rectum National, mais en tout cas, dans tous les cas, il est évident que cet individu a un point positif, c'est que plus il parle, plus il prouve que nous devons remercier la juge qui a rendu inéligible Marine Le Pen, puisqu'elle nous a débarrassé de quelqu'un qui a mis en avant ce genre de piètre personnage. Et moi, je pense que, en fait, finalement, ce tweet de Jean-Philippe Tanguy ou l'attitude que peut avoir le Rassemblement National vis-à-vis du C9M montre bien que nous sommes dans notre bon droit, finalement, car le C9M permet aux jeunes militants nationalistes d'incarner ce que Brasillac appelait la vertu d'insolence, la chère vertu d'insolence que prônait Jeanne d'Arc dans son combat. Cette vertu d'insolence, les militants nationalistes l'incarnent lorsqu'ils marchent dans la rue en bravant l'interdit préfectoral, et ils montrent que le nationalisme, le vrai, il n'est pas réductible aux partis institutionnels comme le Rassemblement National ou Reconquête. Oui, très bonne remarque. Cette manifestation est la preuve que notre mouvance, comme certains l'appellent, peut-être maladroitement, que notre famille de pensée, le nationalisme radical, le nationalisme révolutionnaire, peut exister par lui-même dans la rue et dans un tas de disciplines, dans un tas de domaines, par nos propres associations, par nos propres manifestations, par nos propres organisations. On peut exister par nous-mêmes sans avoir besoin de demander au système de se faire représenter par des partis de fausse opposition. Nous pouvons exister par nous-mêmes. C'est le message principal, je pense, qu'on voit à cette manifestation. Notre camp peut exister par lui-même, il peut s'organiser par lui-même. Je pense que c'est le message qu'on voit à cette manifestation. Oui, justement, je voulais vous demander, donc tu as parfaitement répondu, Bruce, finalement, pourquoi continuer à faire cette manifestation, en dehors du fait que c'est un devoir de fidélité militante, d'hommage à Sébastien Desieux, c'est qu'il y a aussi cette dimension très actuelle, très présente finalement de la nécessité de faire reconnaître notre existence à travers ce type de manifestation, bien que, comme vous l'avez souligné, je ne sais plus lequel d'entre vous avait souligné cette idée, on a malheureusement des difficultés en France pour organiser d'autres manifestations, au contraire de certains camarades européens, par exemple en Espagne, où ils ont plus de facilité pour organiser des grandes marches ou des grandes manifestations. Cela étant, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait dire au sujet du C9M. Si personne n'a d'autres ajouts, précisions ou interventions à ce sujet, je vous propose qu'on parle un petit peu de l'hommage à Jeanne d'Arc qui s'est déroulé le dimanche, le lendemain en fait du forum et du C9M qui s'était tenu le samedi. Et tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'historique de cette fête qui est une fête nationale. Oui, c'est une fête nationale qui a été notamment proposée, qui est une fête nationale grâce à un député nationaliste, Maurice Barrès, qui s'était présenté à la députation de Nancy comme député nationaliste et socialiste, et qui, en tant que député nationaliste, a fait passer après la Première Guerre mondiale cette loi pour faire de la fête de Sainte-Jeanne d'Arc, au même titre d'ailleurs que la fête du 14 juillet, une fête nationale, la fête du patriotisme. Et donc, depuis un siècle, tous les mouvements nationalistes authentiques rendent hommage à l'héroïne et à la sainte de la patrie, notamment Place des Pyramides, avec quelques exceptions dans l'histoire, notamment pendant l'occupation, une année où ça n'a pas pu avoir lieu, dans les années 80, je crois également une interdiction, et il y a 2-3 ans, je n'ai plus la date exacte, l'interdiction pour le mouvement Les Nationalistes.
de déposer sa gerbe, même de faire un rassemblement statique. Ça ne nous avait pas empêché à l'époque, enfin il y a 2-3 ans, de rendre hommage dans le 13e arrondissement, puis de revenir dans la soirée déposer la plus grande gerbe en hommage à Sainte Jeanne d'Arc, puisqu'il y a d'autres gerbes également au pied de la statue, notamment des gerbes officielles de représentants officiels, alors je ne sais pas, de l'armée ou de la mairie, ou je ne sais pas, puisque c'est une fête officielle. Les différentes institutions de la République ont l'obligation normalement d'honorer Sainte Jeanne d'Arc. Oui, je me rappelle bien de cet hommage il y a 2 ans qui avait été un peu une épopée pour les militants. Effectivement, on avait, d'ailleurs c'était très scandaleux au final de nous interdire un hommage pour une fête nationale. Hein. C'est pas comme si pour le coup, on rendait hommage à un militant d'extrême droite. On rend alors hommage pour nous à une héroïne nationale, une sainte du patriotisme, mais elle est reconnue comme une fête nationale de la République aussi. Donc, c'est vrai que cette interdiction a été particulièrement choquante de ce point de vue-là. Alors, c'est vrai que cette année aussi, on a une particularité à notre hommage, puisque nous, on a participé à l'hommage organisé par notre mouvement, les nationalistes. C'est qu'on avait nos amis étrangers qui étaient là la veille pour le Forum de l'Europe, qui sont venus avec nous à cet hommage. Et notre gerbe qui était, et ça j'en suis toujours très fière, qui était la plus grosse, la plus belle, la plus glorieuse, a été déposée par 2 camarades étrangers, notre amie Gloria de Forza Nuova dont j'ai déjà parlé, et notre ami Klaus Kremer, c'était bien ça, d'Allemagne. Ça traverse vraiment cette camaraderie européenne vraiment qu'on sent que l'Europe n'est pas finie justement parce qu'il y a des militants allemands, italiens, espagnols qui font l'effort de faire le déplacement en France, de participer à un forum sur la paix, à un hommage à un militant français et à rendre hommage à une sainte de France qui est une sainte pour le coup vraiment rassembleuse. Ça, Jean-Marie Le Pen, il l'avait très bien compris en 1988 lorsqu'il avait lancé le défilé pour Sainte Jeanne d'Arc, car il avait compris que ça permettait de rassembler des forces hétéroclites dans la droite nationale, aussi bien des païens que des catholiques, aussi bien des nationalistes européens que des nationalistes français, pour autant dire, et que c'était vraiment la figure de la sainte finalement rassembleuse. Et on peut même dire que la journée nationaliste en France, avant le C9N, c'était vraiment pour le coup la fête de Jeanne d'Arc organisée par le Front. Et c'est depuis la dédiabolisation avec Marine Le Pen qui a laissé tomber cette fête-là que le C9N finalement s'est substitué dans l'esprit des gens en devenant l'hommage nationaliste par excellence qui permet de rassembler et faire venir les camarades européens. Oui, c'est vrai que comme tu dis, Jeanne d'Arc, c'est une figure très rassembleuse parce que c'est une figure en réalité très populaire. Et avant même sa canonisation à l'époque, le peuple lui vouait déjà, je dirais, un culte, non seulement parce qu'elle avait conduit les troupes à la victoire, mais aussi parce qu'il lui vouait déjà un culte en tant que sainte. Donc en fait, dès l'origine, c'est une sainte, c'est une héroïne du peuple, quoi, finalement. Puis d'ailleurs, elle-même est d'extraction populaire, donc il y a cette dimension-là avec Jeanne d'Arc. C'est vrai qu'elle a longtemps été, et encore aujourd'hui, une figure très rassembleuse. Et je trouve justement très intéressant qu'on puisse se rassembler, devant cette statue-là et dans le cadre de notre effort pour, comme tu parlais au début, Koba, de cette synergie qui doit avoir lieu non seulement au niveau européen mais aussi au niveau national. Je pense que l'hommage à Jeanne d'Arc a toute sa place dans cet effort-là. Oui, d'autant plus que Jeanne d'Arc est quand même la figure par excellence qui incarne le mieux le combat nationaliste pour la France aux Français. C'est une figure singulière, même dans tout le monde européen. Il ne me semble pas qu'il y ait des figures aussi similaires, aussi puissantes. C'est une figure qui est donc appréciée particulièrement dans tous les milieux en France et qui donc devrait mobiliser. Même c'est une figure qui est connue à l'international. Je crois même que c'est l'ayatollah Khomeini en Iran qui l'a déjà cité plusieurs fois dans ses discours en tant qu'exemple ou repris certaines phrases, puisqu'elle a quand même des phrases très fortes comme les gendarmes combattront et Dieu donnera la victoire, qui incarne profondément la vision du monde nationaliste, de faire son devoir et d'attendre le bon moment, la providence pour vaincre. Et donc, il a déjà été pris, je crois, en exemple dans ces discours-là. Hélas, on pourrait regretter que les manifestations à Jeanne d'Arc ne rassemblent pas plus de monde actuellement en France,
puisque c'est quand même elle qui incarne le mieux le combat nationaliste, et que ce n'est pas du tout quelque chose de nostalgique, puisque c'est simplement du bon sens. Et donc c'est une figure très rassembleuse, on pourrait être dommage, mais nul n'est prophète en son pays, que cette figure ne rassemble pas plus, même si ces hommages continuent à avoir lieu et que c'est déjà une très bonne chose. Et d'ailleurs, sur ce point, je voulais vous poser une question, même si j'ai moi-même quelques réponses sur ce point, mais puisqu'on parle de rassembler et que cet hommage pourrait être l'occasion de se rassembler, mais outre l'hommage des nationalistes, alors il y a certaines années l'hommage de Civitas qui a lieu, alors cette année je ne crois pas qu'il y en avait eu, en tout cas pas Place des Pyramides, il y en a certainement eu ailleurs en France, mais chaque année il y a aussi l'Action française qui fait son hommage généralement pratiquement à la même heure que nous, à quelques minutes de décalage. Alors pourquoi finalement est-ce qu'on ne se joint pas à eux si on voulait réellement faire un effort d'unité? La réponse est assez simple, mais on l'a déjà tous. Nous, on serait tout à fait pour, mais c'est, comme on dit, il faut être deux pour danser le tango, et nous, on tend la main, mais on nous les refuser. Alors, pas par tous les militants du CRAF, notamment, donc qui n'est pas l'Action française canadienne historique, mais qui est plus, on va dire, les modernistes, et dont les dirigeants sont extrêmement méprisés vers la cause nationaliste. Je me souviens, il y a notamment sur la chaîne YouTube Le Dilettante Parisien, un représentant de donc le CRAF, donc personne assez âgée d'ailleurs. Les jeunes, ça c'est plutôt mon signe. Les jeunes ne sont pas tout à fait dans ce même logique, mais de mépris, parce que il avait notamment dit qu'il n'avait rien à voir avec Ivan Benedetti, parce que selon lui, Ivan Benedetti était pour une robe blanche, je crois. Alors je me demande pourquoi, quel est son projet pour l'Europe à ce monsieur. Donc c'est très agaçant de voir, parce qu'on peut parler de ce sujet. Effectivement, ça devrait être une fête d'unité, comme tous les rassemblements en l'honneur à un martyr, puisque c'est quand même aussi une martyre, puisqu'elle est morte dans des conditions atroces. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a une certaine renommée. Les frères Bureau, qui ont aussi contribué à la victoire, ne sont pas aussi connus, par exemple, donc avec les canons qu'ils avaient inventés, qui ont permis d'écraser les Anglais. Donc oui, eh bien, je pense que ça ne vient pas de nous. Il y a, et c'est à regretter, certains esprits boutiquiers, certains esprits qui d'ailleurs vont à contresens de ce que disait Charles Maurras. C'est ironique d'ailleurs pour ces royalistes, puisque Charles Maurras est quand même une figure très importante du royalisme en France, le compromis nationaliste, c'est-à-dire faire se réunir, y compris avec des gens avec qui on n'est pas en accord sur tout, mais dans le but justement de réunir toutes les bonnes volontés pour la nation. Donc l'Action française canadienne historique est tout à fait pour faire des rassemblements communs, mais le CRAF, donc le comité restauration Action française, je ne sais plus à peu près comment c'est, n'est pas dans la même logique, en tout cas sa direction, et c'est fort dommage. Après, on a aussi d'autres problèmes avec d'autres organisations qu'on ne va pas citer, qui sont moins connues, ou des choses qui ne sont pas sorties, mais tout ceci d'ailleurs avait été à son paroxysme assez choquant avec l'agression d'Ivan Benedetti par des militants du CRAF, notamment Clément Belker, et leur communiqué mensonger pour présenter Ivan Benedetti comme un provocateur. Donc, pour répondre à cette question à laquelle on a déjà une réponse, je pense que tout le monde ici serait pour le fait d'unir tous les militants le plus possible, mais que certains esprits, malheureusement, souhaitent empêcher ce genre d'union, ce qui contrevient, je le répète, au compromis nationaliste, ce qui est assez ironique et assez grave, du coup, de leur part. Voilà. Bah, pour compléter ce que tu viens de dire, Jacques, je pense qu'il y a vraiment on va dire un fossé générationnel entre les générations, en fait, entre les boomers de l'AF et les jeunes militants, parce qu'en fait on peut observer une certaine dynamique militante, y compris dans la section parisienne, notamment dans les sections provinciales, mais surtout dans la section parisienne, parmi les jeunes. Il y a un certain fossé, on va dire, en termes d'idées, en termes de vision, en termes de communication, en termes d'esthétique. Et par conséquent, je pense qu'il faut, dans une logique de synergie, on continuera à tendre la main. Mais s'il faut tendre la main, il faudra tendre la main aux jeunes et non pas on va dire, aux amis du bottin mondain. Oui, exactement. D'ailleurs, après la réponse de Benedetti,
certains groupes locaux avaient fait un communiqué assez virulent à l'égard de l'action française, en dénonçant les travers de cette structure qui s'était rognée. De notre côté également, on était assez peut-être en colère, mais on avait toujours dit qu'on n'en voulait pas aux militants, y compris aux militants qui avaient pu d'ailleurs être un peu perturbés par ce qui s'était passé. Et on continue toujours, quand on rencontre un militant du CRAF, de l'Action française, à lui parler comme un camarade, à lui tendre la main, et bien sûr, on continuera bien sûr à avoir des relations tout à fait cordiales avec ces jeunes militants nationalistes, puisque le slogan de l'AF, normalement, c'était monarchiste car nationaliste, donc c'est avant tout des camarades nationalistes, normalement, s'ils se comportent comme tels. Donc on continuera avec les jeunes militants nationalistes, et c'est ce qu'on fait au quotidien en ce qui nous concerne tous, à leur tendre la main, et bien sûr, en tant que structure, leur structure est gangrénée par justement des vieux éléments boomers, comme l'a noté Koba, et il est impossible de travailler, bien évidemment, en termes de structure, à des événements ensemble, bien qu'il est possible de travailler avec les différents jeunes militants ou même certaines sections animées par de valeureux camarades nationalistes. Alors juste, j'aimerais oui, donc je viens de voir, donc le CRAF, c'est Centre Royaliste d'Action Française. Enfin non, je dois me tromper, mais bon bref. C'est pas forcément une question d'âge, parce que Clément Belker n'est pas aussi vieux que certains cadres du CRAF, et pourtant c'est lui qui est à l'origine de cette agression. Il y a quand même alors c'est générationnel, et aussi je pense il y a l'effet du point Godwin, hein, qui se répand dans toute la société, y compris dans des endroits qui le subissent, comme les militants royalistes qui se font traiter de nazis par nos collègues Antifa, et qui adoptent les mêmes méthodes, puisque l'agression du Militi, beaucoup de gens dans les commentaires disent on dirait des Antifa, quoi. C'est-à-dire que c'est la branche royaliste d'action antifasciste Paris-Banlieue. Donc je pense qu'il y a aussi l'effet de l'antifascisme mental très fort en France. Et c'est là aussi on voit l'importance du combat historique, comme l'explique si souvent Vincent Renoir, c'est que je pense sincèrement que les gens ne se rendent pas compte, mais cela forme des fois des militants qui considèrent que donc Yvan Benedetti, selon eux, ne serait pas pour la France, puisqu'il aurait un ton trop germanique, certains diraient, mais surtout il serait le représentant des anciens, des héritiers des collaborationnistes, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont qualifié, hein. Ils ont dit les nazis à Berlin, et donc quand ils l'ont agressé. Donc voilà, je pense qu'effectivement il y a un problème générationnel, social aussi, des bourgeois qui ne veulent pas avoir de soucis avec la justice, et l'antifascisme mental, ainsi que de la stupidité pure, hein, il faut bien le dire. Donc générationnel, social, antifascisme mental et stupidité pure. Mais pour terminer sur une note positive sur ce rassemblement, je tiens, puisqu'on parle de rassemblement, à rendre hommage à la liste que Pierre-Marie Bonneau avait notamment lancée l'année dernière. Et il avait notamment fait un discours à la Jeanne d'Arc. Et c'est un peu une illustration de cette volonté d'union, puisque dans cette liste, il y avait des gens de différents mouvements, allant de Civitas à l'Action française canne historique, les nationalistes, Rivarol et autres. Donc voilà, ce serait pour terminer sur une note positive donc sur le sujet de Jeanne d'Arc. Oui, merci beaucoup Jacques. Je pense qu'on a fait aussi un peu le tour de ce qu'on pouvait dire au sujet de l'hommage à Jeanne d'Arc. Je pense que alors c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que la conclusion de tous ces événements qui ont eu lieu, c'est que la jeunesse est toujours présente en France, en Europe, qu'elle tient bon, qu'elle recrute de nouveau, que tout est florissant finalement, le terrain militant est florissant, et qu'il y a de belles perspectives d'avenir tant en France qu'en Europe, et que je pense que les prochains mois vont être des mois de militantisme intense, et où on aura vraiment besoin de tous se bouger. Oui, le maître mot, voilà, je pense, c'est vraiment la synergie entre toutes les bonnes volontés, la générosité dans le combat et la générosité à l'égard des camarades et des autres structures, non pas le sectarisme qui interdit d'insister à certaines manifestations, à certains hommages, mais véritablement la synergie entre les différents groupes pour permettre justement, à travers cette paix entre les différentes structures, la paix dans la nation et la paix en Europe
pour rendre à l'Europe la place qui n'a jamais dû cesser d'être la sienne, c'est-à-dire la première. Voilà le mot que je dirais pour terminer. Merci Bruce et Jacques pour ces interventions. Moi, je finirai simplement sur 3 mots qui peuvent résumer cette dimanchade nationaliste autour du forum, du C9M et de l'hommage à Jeanne. C'est tout simplement Europe, jeunesse, révolution. Merci Koba, c'est très bien dit. Et bien Karl, je te laisse le mot de la fin. Et moi, pour conclure, j'appelle à la continuité de cette collaboration entre mouvements nationalistes en Europe. Et j'aurais un message à nos auditeurs, n'hésitez pas à vous engager dans les différents mouvements nationalistes, qu'ils soient français ou européens. Europe, jeunesse, révolution. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je remercie aussi tous nos auditeurs pour leur attention et leur écoute. Et je leur donne rendez-vous pour un prochain épisode de Fréquence Jeune Nation. Et je les invite d'ailleurs à s'abonner à notre canal Telegram pour ne rien manquer de notre actualité. Merci à tous. Vous étiez à l'écoute de Fréquence Jeune Nation, la voix des jeunes militants enracinés. Pour écouter toutes nos émissions et suivre nos communiqués, rejoignez notre canal Telegram officiel, @Fréquence Jeune Nation. À partir de ce canal, vous pourrez également rejoindre notre groupe de discussion où vous pourrez laisser vos messages vocaux, questions, suggestions, critiques bienveillantes. Certains messages seront sélectionnés pour passer à l'antenne et nos militants y répondront dans les prochaines émissions. Faites entendre votre voix, participez, engagez-vous. À très bientôt sur Fréquence Jeune Nation.